3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jean-Jacques Friedman est à nos côtés, le directeur des investissements de Vega IM. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Grégoire. Stéphane Prévost nous accompagne également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir, vous êtes directeur général de la financière responsable. Et Vincent Genzi à nos côtés également. Bonsoir Vincent. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la stratégie d'investissement chez Cholet Dupont Oudart. Comment vous regardez Vincent ce débat qui reste animé sur les anticipations de baisse de taux, que ce soit du côté de la BCE mais surtout du côté de la Réserve fédérale américaine? Le marché est tenté d'estimer que la Fed n'aura peut-être pas besoin d'en faire autant que ce qu'elle a signalé encore lors de sa réunion du mois de mars dernier, à savoir une vision médiane sur 3 baisses de taux cette année. Est-ce que le calendrier de la Fed peut encore se décaler? La question étant, est-ce que la BCE doit coller au calendrier de la Fed ou est-ce qu'elle peut s'en affranchir? Et puis, l'ultime question sur les marchés, est-ce que cette perspective de higher for longer, ou en tout cas de taux élevés pour encore un peu plus longtemps, est-ce que ça reste une nouvelle positive pour les actifs risqués? Alors, depuis le début de l'année, en fait, les marchés cessent de revoir en baisse leurs attentes. On était parti sur 6 baisses de taux aux États-Unis, on est entre 2 et 3 aujourd'hui, ce sera peut-être un petit peu moins, comme tu le disais. Ça va être bien sûr fonction des chiffres de l'inflation qui sera publié. Pour l'instant, l'activité, elle reste toujours très résiliente. Elle a même des petits signes de nouvelle robustesse, avec un marché de l'emploi qui est toujours très, très, très fort. Donc effectivement, il est possible qu'il y ait moins de baisse de taux et que le scénario no lending se perpétue. Est-ce que ça va durer longtemps? Si la Fed ne baisse quand même pas ses taux dans la deuxième partie de l'année, je crois qu'il va quand même y avoir une fatigue. Pour l'instant, les chiffres de l'inflation continuent à baisser, à grignoter à la baisse, mais pas suffisamment. Donc le discours de la Fed, il est toujours présent. J'ai pas suffisamment confiance dans le phénomène de désinflation pour me prononcer dès maintenant. Je le ferai, mais je ne le fais pas encore. Donc il faut vraiment que l'inflation vienne à l'aide de la Fed. Or, les signaux qu'on a pour une accentuation de cette baisse de l'inflation, il n'y en a pas beaucoup. On a des salaires qui continuent à progresser d'à peu près 4% par an. On a un certain nombre de secteurs de services qui continuent à être assez porteurs où il y a encore de l'inflation. Donc ça ne va pas aller très vite. Demain, je ne vois pas une surprise colossale. Sur l'inflation, on ne peut pas avoir un très très bon chiffre. On s'attend à ce que ça continue à baissoter. Ça fait 1 ou 2 mois qu'on a, même peut-être un peu plus, qu'on n'a pas de très bons chiffres sur l'inflation aux États-Unis. Elle est retombée à 3%, donc on n'est plus à 10. Mais avec des taux de la Fed à 5,25, 5,5 et une inflation à 3, compte tenu du contexte de croissance que l'on a, la Fed n'a pas besoin de se précipiter. Jusqu'au jour où on aura soit une bonne nouvelle sur le plan de l'inflation, mais on sait bien que ça va être graduel. Et même, on peut se poser des questions parce que la hausse du prix du baril et des matières premières pourrait relancer un petit peu la machine. Donc, est-ce qu'on aura vraiment, dans les mois qui viennent, une baisse de l'inflation? Et derrière, il y a le corollaire sur la croissance. Est-ce que la consommation va finir par s'étouffer? Pour l'instant, on ne le voit pas. Il y a quand même des vecteurs positifs aux États-Unis. Il y a la productivité qui a redémarré, il y a l'investissement qui est dopé par tous les plans de relance dans le secteur technologique, l'intelligence artificielle. Donc oui, on pourrait peut-être échapper à la grande crainte qu'on avait d'une récession qui finirait par arriver et se projeter davantage dans le temps sur la poursuite d'une croissance après la récession qu'on a eue en 2022. Je ne me prononce pas encore. Mais c'est vrai que ce que l'on a vu cette année fait un peu penser à ce qu'on a vu en 96, 97, 98. Donc des marchés qui continuent à progresser avec des accidents. On avait de l'inflation, on avait des taux élevés, mais il y avait de la croissance. Là, les marchés, en fait, en résumé, on a vraiment l'impression que les marchés vont parfois un peu vite. Et comme il y a beaucoup de liquidités, c'est le FOMO qui l'emporte. Donc chaque fois que ça baisse un tout petit peu, les acheteurs reviennent. Est-ce que c'est un problème pour la Banque Centrale Européenne d'avoir cette divergence d'état économique entre ce qui se passe peut-être aux États-Unis et ce qui ne se passe pas d'ailleurs en zone euro, c'est-à-dire un redécollage? Non. Je pense depuis quelques mois que la BCE peut passer devant la Fed et baisser les taux avant la Fed. On a quand même un différentiel de croissance, une inflation qui est plus basse aussi. Donc je pense qu'il... Je parle d'un différentiel de 15 jours. Je parle d'un différentiel potentiel de quelques mois. C'est-à-dire prendre une décision en juin sans savoir si la Fed ne sera pas décalée à juillet ou septembre. C'est vrai. À côté de ça, la Fed, elle a les mains beaucoup plus liées que la BCE.
parce que non seulement elle a la conjoncture américaine, elle a les élections américaines à l'automne, et un mois avant les élections, elle dit « Moi, je ne veux plus influencer les choix électoraux, donc je ne bouge plus ». Donc elle sera quand même, à mon avis, forcée probablement d'agir avant le mois d'août, quoi. Donc, on verra. Alors, effectivement, ce sera peut-être un aspect une baisse de la tactique BCE qui l'emporte. Il y aura peut-être un mois de décalage, mais Ouais. ça peut pas être beaucoup. Oui, c'est pas un grand décalage, Non. c'est pas une divergence majeure. Comment vous évacuez ce débat inépuisable autour des politiques monétaires à ce stade, Stéphane ? Je partage pas mal de choses qui viennent d'être dites, notamment au niveau de la BCE, sur le fait que la situation, les bonnes surprises macroéconomiques que l'on a. Il faut préciser, parce que je suis pas sûr, même les gens qui nous entendent, je suis pas sûr qu'ils entendent toute la journée parler de bonnes surprises économiques en zone euro. Quand vous discutez avec les économistes, vous avez eu, aux États-Unis, vous avez une amélioration considérable. Oui, ça oui. Et vous pouvez regarder les différents indicateurs, même de psychologie de marché que vous avez. En Europe, c'est beaucoup moins marqué. Mais ça s'améliore aussi un petit peu. D'ailleurs, je voyais qu'on commence à avoir des prévisions d'économistes l'année prochaine. Alors, il y a un effet de glissement annuel, il y a un effet de croissance embarqué. Mais on a, aujourd'hui, on vous dit, pour 2025, on peut attendre un 40, un 50 de croissance en zone euro. Donc, même la zone euro sort, a priori, un peu de l'ornière, et le risque de récession s'éloigne quand même, en termes de probabilité, de façon assez considérable. La question, c'est plutôt... Moi, j'ai toujours été un petit peu surpris de ces paris, entre guillemets, sur le nombre de baisses. C'est plus l'ampleur de la baisse qui va être intéressante. Et là... je dirais que les banquiers centraux ont intérêt d'être assez vigilants et plutôt bons dans la communication. Alors, en Europe, clairement, je pense aussi également, je rejoins ce qui a été dit, que la BCE interviendra et baissera ses taux avant, compte tenu de la faiblesse de la croissance. En tout cas, qu'elle le fera en juin. Elle devrait le faire en juin. On n'est pas sûr que la Fed y aille en juin. Non. On est... Non, toute chose égale par ailleurs, certains que la BCE le fera en juin. D'accord. Et je suis assez d'accord sur le fait que plus les élections américaines approchent, plus la Fed ne bougera pas par rapport à ça. Ça, c'est clair. Donc finalement, par rapport à ce que je vous disais il y a quelques mois, je trouve que c'est aujourd'hui la BCE qui a retrouvé de la marge de manœuvre et un peu plus de liberté, vu les conditions dans lesquelles la zone euro est, que la Fed. Maintenant... Quelle va être l'ampleur de la première baisse en zone euro 25 BP, c'est bien, mais c'est peut-être pas beaucoup. Mais en même temps, ça permettra aussi à Madame Lagarde d'intervenir à plusieurs reprises cette année. Ouais. Donc, est-ce que c'est 2 baisses de taux, 3 baisses de taux de 25 BP ou 2 de 50 ? Quelle est la bonne politique ? Là, on verra. C'est un petit peu tout le sujet. 50, il faudrait quand même bien préparer le terrain et expliquer, parce que la stratégie privilégiée est quand même celle des petits pas. C'est à chaque fois ce que nous répètent les banquiers centraux. Non, mais moi, vous voyez, dans la phase de remontée des taux, juin 2022, Christine Lagarde nous dit on commencera à 25, 15 jours plus tard, elle fait 50. Donc, bon. Exactement, vous avez une bonne mémoire. Et en plus, je vais vous dire, je pense qu'il faut vraiment qu'elle reprenne la main par rapport à la Fed, justement. Donc, bon, on verra. Les discussions porteront peut-être sur l'idée de faire 2 premières baisses de taux consécutives, juin, juillet. En tout cas, visiblement, ça fait partie des potentielles négociations au sein du Conseil des gouverneurs pour cette réunion. En tout cas, on est toujours aussi dépendant des politiques des banques centrales. On est toujours, je dirais, drogué aux décisions de banques centrales, que ce soit... J'ai du mal à mettre d'autres sujets à la une. Alors, si, on peut toujours mettre plein d'autres sujets à la une, mais c'est vrai que pour le marché, ça reste quand même la discussion dominante. Oui. Votre avis là-dessus, Jean-Jacques ? Et encore une fois, on partait, il y a quelques mois en arrière, on partait dans l'idée que c'est la Fed qui allait baisser plus vite, plus fort, et que la BCE prendrait ensuite le relais à un rythme moins important que ce qu'on imaginait pour la Fed. Là, les choses sont quasiment presque à front renversé aujourd'hui. Même si, par rapport à 6 baisses de taux, on rencontrait personne qui y croyait. Non. C'est-à-dire que c'était pricé un pricing de marché. Et à la fois, tous ceux qui ne croyaient pas à la récession croyaient à 3 baisses. Et nous... Alors peut-être qu'on n'est pas très mobile, mais on croit toujours à 3 baisses finalement. Vous n'avez pas bougé depuis la fin de l'année dernière, ce point de vue-là. Les gens croyaient à la récession et croyaient à plus que 6 baisses peut-être, qu'il y avait une cote mal taillée qui faisait que ça faisait 5-6. Et là, bon, c'est 2-3, je pense que c'est 3 baisses. Là, je pense qu'on est influencé par le chiffre de création d'emplois qui a été très fort à 300 000 et qui a repoussé finalement l'hypothèse du taux en juin. Mais nous, on pense qu'il y a quand même une probabilité assez forte. Et donc, si le chiffre du CPI qui nous semble l'inflation américaine cette semaine, pour le mois de mars.
pense qu'il y a toujours une probabilité que la Fed agisse, parce que certes, l'inflation diminue doucement, mais le chômage, alors on a été aussi un peu frappé à ça, mais le chômage, dans sa diffusion, ça se répand quand même un peu partout, dans tous les secteurs, dans tous les États-Unis, dans tous les types de jobs. Donc ça veut dire que vraiment le ralentissement est en cours. Sous le chiffre global des créations d'emplois, quand on analyse le marché du travail avec des données régulières, fines, etc., on voit quand même une forme de détente, de normalisation de ce point de vue-là. On a aussi un taux d'inflation salariale qui n'est plus que de 4,1, augmentation des salaires, donc ça diminue. Donc le marché, comme c'est un chiffre important, a choisi un peu de se faire peur, mais il semble qu'il y avait aussi quelques éléments possiblement rassurants. Et donc, en assurance, ils sont en capacité de délivrer une baisse de taux. Je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Pourquoi ils ne le feraient pas ? Il n'y a pas de grand changement par rapport à il y a quelques mois. C'est-à-dire que il ne faut pas surprendre les marchés. Je pense qu'il y a ça aussi. Donc, à la limite, la situation... Il ne faut pas faire d'erreur à la Burns. Oui, mais si à un moment donné... On provoque une crise financière, parce qu'on voit bien qu'il y a un put des banques centrales, mais si on provoque une crise financière, si on provoque à un moment donné un ralentissement et qu'il y a le reproche d'être intervenu trop tard, c'est aussi un point. À la limite, en Europe, ça aurait pu survenir dès avril. Mais bon, comme ils ne veulent pas surprendre, sans doute que dans la communication, il y aura le fait qu'il y a une proportion peut-être d'OV un peu plus importante, et donc ils préparent le terrain pour... Ça fait longtemps qu'ils préparent le terrain pour juin, ça sera en juin. Et la logique aussi, par rapport aussi à la contrainte, je trouve, électorale aux États-Unis, pourquoi prendre ce risque ? D'autant plus que sur la séquence de la croissance, on a l'impression qu'il y a un peu une fenêtre en ce moment, à la fois sur l'amélioration de l'inflation et sur une séquence, parce que les stratégistes anglo-saxons sont très différents de nous. Derrière, finalement, un schéma de croissance américaine assez proche. C'est-à-dire qu'eux avaient des chiffres plus faibles en début d'année, mais plus fort par la suite. Donc si on a des chiffres en plus qui se reprennent, c'est plus la séquence de la baisse 2025, je rejoins ce que vous disiez, qui peut être remise en cause. Donc autant, là on est quand même, les taux ne correspondent pas à la situation économique, donc autant baisser de 60%. La fenêtre de tir, c'est maintenant. La fenêtre de tir, c'est maintenant. Juin, donc, juillet. Ça serait dommage de la rater et de provoquer des... Mais le point est important sur 2025, sachant qu'il n'y a pas de certitude, parce que, encore une fois, dans ce qu'anticipe le marché, c'est 3 baisses cette année et 3 en 2025. Voilà. Ça ne s'arrête pas évidemment au 31 décembre 2024. Vous dites, le risque, c'est plutôt que la Fed ne soit pas en mesure de délivrer en 2025 donc, les 3 baisses de taux. Donc autant assurer ce qu'on peut assurer maintenant. Ça semblerait logique. Alors après, c'est comme toute décision collégiale, il peut y avoir... des dissensions. Elle s'exprime déjà, mais je comprends. Et c'est pour ça que si le CPI n'est pas mauvais, si le chiffre d'inflation n'est pas mauvais, je pense qu'on peut retourner peut-être vers... Mais la charge de la preuve est dans ce sens-là. Si le CPI n'est pas mauvais. C'est ça. Alors, pas besoin qu'il soit extrêmement bon. Non. Il ne faut pas que ça soit une catastrophe. Si ce n'est pas une catastrophe, la logique voudrait que ça soit quand même celle-ci. Je comprends. Il y a quand même eu un petit changement de la part des gouverneurs de la Banque centrale qui s'expriment, où on a quand même senti un petit durcissement dans le discours sur le fait, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de se précipiter pour baisser les taux ? On peut peut-être attendre encore un petit peu. Mais effectivement, il y a l'enjeu électoral. Ils savent aussi qu'après l'été, ils auront plus de mal. Donc on va voir. Je crois que c'est pas encore... Et qu'après le 5 novembre, on peut avoir des décisions de politique budgétaire qui soient différentes, qui rebalancent un peu les cartes. Je pense qu'après les élections, elle aura les mains plus libres. Parce qu'elle a toujours à cœur de montrer son indépendance. Donc c'est parce qu'il y a un nouveau président qu'elle ne prendra pas les décisions dans un sens ou dans l'autre. Oui, enfin, si on remet un put budgétaire et fiscal massif, j'en sais rien. Non, je ne crois pas trop. Non, j'ai plus peur sur le commerce international et les droits de douane. Mais faire de la relance, non, je ne crois pas qu'il le fera. D'accord. Bon, le déficit est déjà largement ample aujourd'hui aux États-Unis. Je voulais juste ajouter un petit mot sur l'Europe, ce que tu parlais tout à l'heure. Tu disais que nos auditeurs ne ressentent peut-être pas l'amélioration. Et c'est vrai que quand j'ai regardé les différents chiffres, les directeurs d'achat ce mois-ci, on voit quand même que dans les 2 grands pays européens que sont l'Allemagne et la France, on est toujours en contraction. Donc mois après mois, l'activité est moins forte. Le rythme de baisse ralentit, donc il y a une petite amélioration, mais aux États-Unis, en Allemagne et en France, on ressent vraiment pas cela. À l'inverse, dans l'Europe du Sud, l'Espagne et l'Italie, elles tirent la croissance avec l'Irlande. Donc il y a 2 perceptions différentes et on se retrouve dans la même situation où la Banque Centrale Européenne doit intégrer tous ces paramètres dans sa... Est-ce que ça facilite pas quand même le job de la BCE par rapport à ce qu'on a connu de la période souveraine, crise souveraine, où là finalement c'est l'éléphant allemand qui va mal. Exactement. La BCE ne peut pas être soupçonnée de favoriser la périphérie, en tout cas dans ce contexte, en baissant les taux, par exemple. C'est très clair.
Un mot c'est quand même sur les matières premières, parce que c'est quand même un peu la surprise. En tout cas, c'est ce qui prend un peu plus d'ampleur ces dernières semaines, le réveil du complexe matières premières, pétrole, mais aussi métaux industriels et métaux précieux. Enfin, c'est l'ensemble du segment qui repart. Ouais, c'est trois choses différentes. Bon, le pétrole, il y a un côté géopolitique, on ne va pas trop s'étendre là-dessus. Et puis, il y a toujours le contrôle de la production par l'OPEP+. Il y a des doutes sur les approvisionnements parallèles de la Russie, enfin, ou les exportations parallèles de la Russie, puisque les Ukrainiens tapent un peu sur les raffineries. Donc ça, c'est une chose. Je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment sorti de la tendance baissière sur le pétrole. C'est très tangent. Mais bon, j'exclus pas qu'on accentue un petit peu, et ce sera une mauvaise nouvelle pour l'inflation. L'or... Du coq à l'âne, alors là, c'est l'or qui intéresse tout le monde aujourd'hui. Avec les matières premières. Mais l'or, de précaution, on ne peut pas dire que ce soit une vraie crainte, la crainte de l'inflation. Pourquoi plus maintenant qu'hier? Bien sûr. Je pense que c'est toujours les achats des banques centrales et que le thème est de plus en plus connu. Les ETF nous disent qu'il n'y a pas de collecte. Il y a aussi la discussion sur l'appropriation des réserves de la Banque centrale russe. Il est clair que les banques centrales des pays émergents, des grands pays émergents... elles ont reçu le message. Elles ont reçu le message. Je pense que ça... Alors, je crois qu'historiquement, les banques centrales n'ont pas un très bon track record dans les acquisitions. Généralement, elles vendaient de l'or quand on était sur des points bas, et elles achetaient beaucoup quand on était sur des points hauts. Elles sont un peu moins sensibles au prix que d'autres, peut-être, que d'autres animaux, mais... Alors, pour revenir sur les matières premières... La petite amélioration de la conjoncture, oui. Des signaux en Chine un petit peu moins inquiétants, ont peut-être une volonté des autorités de relancer un petit peu plus la machine sur un complexe de matières premières qui était déjà très déprimé. Bon, je pense que c'est suffisant pour justifier ce rebond. Là aussi, c'est un petit rebond par rapport à la tendance. Ouais. Mais bon... je ne sais pas si on peut vraiment dire les matières premières remontent, donc la croissance va accélérer. C'est pas encore... Non. Une évidence aussi forte que ça. Ça aide à la prise de conscience, mais c'est quand même pas très, très violent. Quel message vous retirez quand vous regardez effectivement les matières premières? Ça va du pétrole à l'or, mais ce sont aussi maintenant les métaux industriels. Le cuivre en premier lieu, l'aluminium, etc. Ces métaux-là connaissent, après avoir connu une longue phase très plate, sans tendance, voire plutôt en baisse, il y a quand même quelque chose qui se passe de nouveau. Il y a une amélioration clairement, je pense, quand même, de la demande. Il y a quand même une activité industrielle qui reprend des couleurs, qui redémarre. C'est timide, ça dépend vraiment des différents secteurs, mais si vous regardez un certain nombre de métaux qui sont liés au cuivre, aux semi-conducteurs, etc., là, vous avez quand même un effet d'aspiration de la demande avec tous les investissements, toutes les nouvelles capacités. Donc il y a quand même un certain nombre de thématiques qui font que on reprend. Il y a un effet de demande un peu plus fort que ce qu'on a connu précédemment. En Chine, ça va effectivement un petit peu mieux. Le pétrole, je suis assez d'accord, c'est une question de géopolitique. Et puis, il y a quand même aussi un petit effet d'accélération de la croissance mondiale, quand même, qui joue un petit peu en termes de demande. Mais je ne crois pas qu'on soit en face d'une très forte accélération des prix de baril de pétrole. Parce que je trouve qu'il y a toujours un espèce de prix d'équilibre à avoir entre 80 et 90 $ le baril. Oui. Tout le monde est à peu près content, les producteurs comme les consommateurs à ce niveau-là. L'économie américaine y est moins sensible, puisqu'elle est presque autosuffisante en la matière. Donc, sur les matières premières, je pense que c'est vraiment lié à l'activité un peu industrielle de différents secteurs qui reprend. Et le cuivre, on en fait désormais. Alors c'est toujours Dr Copper, c'est toujours lui qui nous donne un peu le tempo. C'est un baromètre de l'activité économique. Beaucoup plaquent aussi tout le narratif de c'est le métal de la transition énergétique. Est-ce que c'est là le début du grand moment du cuivre où on nous dit qu'il y aura des shortages absolus de cuivre dans les années qui viennent au regard de la demande pour fabriquer toutes les infrastructures de transition énergétique, d'électrification, etc. Est-ce que c'est le début de ce mouvement-là ? Il y a quelques mois, on nous parlait de ça sur le lithium. Vous avez vu, les prix ont quand même ensuite corrigé. Il y a un peu des effets de mode et puis un peu des effets de rush sur le marché, un peu des thématiques à un moment donné qui
qui tournent par rapport à d'autres. C'est délicat parce que sur le cuivre, la construction va toujours pas bien. Donc là, la demande, elle reste basse. Il y a quand même de l'investissement industriel dans des capacités dans certains secteurs qui font qu'il y a une demande. Côté véhicules électriques, j'ai du mal à y voir clair. Est-ce que c'est une tendance qui tire beaucoup actuellement ou pas? Je sais que les carnets de commandes des fabricants de semi-conducteurs sont pleins 2 ans à l'avance. Oui, et les voitures électriques chinoises s'empilent dans les ports européens qui sont utilisés comme des parkings géants par les exportateurs de véhicules électriques chinois. Pardon? Elles sont pile en Chine. Oui, c'est ça. Donc, et ils les parquent en attendant qu'il y ait des acheteurs. Oui. C'est un peu l'idée quand même. Donc là, j'ai du mal à vous dire qu'il y a vraiment un facteur qui joue du côté électrification au niveau de la mobilité, au niveau des véhicules. Non, mais je pense que l'activité industrielle, notamment aux États-Unis, elle avait été très sous-estimée. Je pense qu'on avait sous-estimé la force de l'IRA et les effets de cette politique très clairement. Je voyais qu'on a à peu près 110 milliards de dollars d'investissement rien que sur cette thématique de semi-conducteurs rien qu'aux États-Unis. C'est 3 fois plus que ce qu'on attendait il y a 2 ans avant la mise en place de ces politiques. C'est quand même assez considérable et ça a même pris en Europe un petit peu à une moindre échelle. Donc je sens quand même aussi au niveau des entreprises, des managements, quand vous discutez avec eux, il y a quand même une tonalité, une visibilité qui est plus positive, plus confortable qu'il y a 1 an ou 2 ans. Il y a de l'appétit pour investir. Il y a de l'appétit pour S'il y a de la visibilité, etc., si les conditions de marché, le coût du capital le permettent, il y a de l'appétit pour investir. Il y a de l'appétit, clairement. Bon, sur les matières premières, s'il y a des points à rajouter, Jean-Jacques, et puis venons-en au marché et aux résultats qui vont arriver. D'accord avec ce qu'il disait, c'est-à-dire que c'est peut-être pas le symptôme d'une activité qui redémarre, mais quand on cherche d'autres opportunités, qu'on voit les taux d'intérêt qui montent, on sait qu'il y a une tendance de long terme quand même sur les matières premières, que les minières sont en sous-investissement, donc il y a quelque chose à jouer. Ça me semble intéressant d'investir sur des minières, justement. Sur le pétrole, je partage tout à fait l'analyse, c'est-à-dire que pour que ça monte, c'est des décisions politiques de réduire de 6 millions de barils le potentiel de production de l'OPEP+, donc ça leur coûte. Et aux États-Unis, au moment de la campagne électorale de Biden, plus le fait que le coût, on considère que c'est dans les 60-62 $, le coût finalement de production du pétrole US, donc il y a vraiment un surplus de production qui peut arriver. Donc je pense qu'on peut aller... Produisent au max, quoi. Oui, on peut aller à 100, mais on peut pas... C'est pas... La question, si on fait le lien avec ce qu'il disait précédemment, c'est est-ce que ça peut remettre en cause des données inflationnistes et reporter des baisses de taux de la Fed? Ça, je n'y crois pas. Pour l'instant, ça ne contribue en rien. À 1 an d'écart, c'est 5 $ en plus et non pas 18 $. Donc je ne pense pas que c'est un contributeur. Et puis sur l'or, ce qui est surprenant, c'est d'habitude l'or monte quand les taux d'intérêt baissent. Là, les taux réels montent. Les taux réels montent depuis le début de l'année. Et donc, c'est-à-dire que c'est vraiment. Je pense que la crainte des déficits, des politiques budgétaires, font craindre le fait pour des banques centrales de vouloir peut-être sortir un peu du modèle dominant US. Vont peut-être revenir à des scénarios de base et du dollar et des banques, notamment chinoises, qui préfèrent sortir un peu de la mainmise dollar et US. Sachant qu'en dehors de l'or, quand on regarde les marchés de taux, les marchés obligataires, il y a quand même une forme de bienveillance des investisseurs sur l'ampleur des déficits, les trajectoires de dette, etc. En tout cas, il n'y a pas le signal d'alarme des bonds vigilantes, on les appelait. Je sais. Et comment on l'explique? Il n'y a pas franchement d'autres. Et puis il y a tellement de liquidités. Il y a beaucoup de liquidités sur les marchés. C'est-à-dire que l'élément important, ce n'est pas les reprises de liquidités, c'est le stock de liquidités extrêmement important qui a été légèrement ponctionné, mais qui continue à être présent et alimenter tout le reste. Donc il y a un flux acheteur contraint toujours sur ces obligations d'État. Il n'y a pas de raison que... Vous voyez, par exemple, il y a beaucoup de SICAV monétaires qui détiennent des montants records, il y a des comptes à terme, etc. Elles vont tomber. Quand les tombées se font et si les taux d'intérêt sont plus bas, ils cherchent des alternatives. Et donc tout ça, même si le client final n'en a pas conscience, mis bout à bout, ça crée des flux sur les actions, sur les obliques, sur... Je pense à ça. Donc, oui, je ne vois pas Enfin, un jour, un risque surviendra, mais ça semble pas... C'est pas à horizon d'un placement d'un... Non, mais ça crée même une dissonance, encore une fois, entre ce qu'on entend, et je vous passe la séquence déficit française, qui est peut-être pas terminée, d'ailleurs, mais pareil sur l'Italie. L'Italie a présenté son programme de stabilité aujourd'hui. Ils sont hors des clous du déficit déjà l'an dernier, évidemment, encore en 2024.
marché est très... On a connu d'autres périodes de l'histoire où les marchés étaient quand même beaucoup plus, nerveux sur ces sujets-là, Vincent. C'est pour ça qu'il faut éviter la crise financière, avec des taux d'intérêt trop élevés aussi. Oui. D'accord. C'est vrai. Donc est-ce qu'il y a un sentiment de fiscale dominance, de domination budgétaire chez les investisseurs, du budgétaire sur les banques centrales, qui fait que finalement, les banques centrales sont soumises aux politiques budgétaires? Je pense que c'est un phénomène général. C'est-à-dire que la France est à 110% de dette, l'Italie est peut-être à 130%. Enfin, il y a très peu de pays qui sont dans les clous. Et quand ils le sont, de toute manière, il y a une raréfaction de produits. Donc la dette allemande, on ne peut pas en acheter des masses. Ouais. Donc forcément, l'argent va là où il y a un petit peu de return, un peu de rendement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de bond vigilance en ce moment. S'il y avait un pays un peu faible qui sortait des clous, ce serait différent. La Grèce, on l'a bien vu. Alors c'est vrai que ça peut amener des accidents. Rappelez-vous quand il y avait eu ces incidents en Angleterre, bien sûr. Avec le manque d'adéquation des fonds de pension. Il y a eu des accidents l'année dernière avec les banques américaines. Est-ce qu'on peut retrouver une petite crise financière comme celle-là à cause d'éléments qu'on ne voit pas aujourd'hui? En tout cas, ces deux événements... Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention quand même à ce risque. Oui, mais les investisseurs aussi en mémoire que ces deux événements ont été particulièrement bien gérés, ou en tout cas très rapidement gérés et circonscrits par les banques centrales des pays concernés. Venons-en aux résultats d'entreprise, au marché action, en tout cas, qui n'arrête pas de monter depuis 5 mois maintenant. L'Europe, loin de démériter, peut même rivaliser largement avec les indices actions américains sur la période. Il n'y a que le Japon qui est sans doute loin devant nous avec l'effet devise. Mais comment vous regardez effectivement la valeur du marché action, l'équilibre aujourd'hui, en attendant une séquence de résultats importante comme à chaque fois, Stéphane? Je trouve qu'on n'est pas très cher, on n'est pas excessivement cher côté européen. On est, quand on regarde les moyennes historiques sur le marché américain, on est un peu plus cher que les moyennes historiques, mais on n'est pas dans des excès, je dirais, qui amèneraient à une extrême prudence. Donc il y a encore du potentiel d'amélioration. On voit qu'il y a quand même des progressions de BPA sur des secteurs, le secteur de la technologie, j'entends parfois entendre des questions qui se posent sur la similitude avec ce qui s'était passé au début des années 2000, mais on n'est plus du tout dans la même, situation, à la fois dans ce que ça représente dans les indices, mais aussi dans ce que ça délivre en termes de... Et ça rassure ou ça inquiète? Ça rassure. Ça rassure, parce que si vous retirez Nvidia, franchement... vous n'avez pas beaucoup d'excès, on n'est pas du tout dans les problématiques. Puis il n'y a plus de croissance bénéficiaire. Si vous retirez la tech américaine, le S&P fait plus de bénéfices, les bénéfices sont plus positifs. Si vous prenez la tech US et que vous retirez Nvidia, vous avez quand même de la progression. D'accord. Vous avez 13% de progression des bénéfices. C'est quand même pas mal. D'accord. Mais sans le top 10 du marché américain, je pense que la tête des bénéfices, de la croissance bénéficiaire est plus la même. Oui, c'est ce qui fait l'indice. Mais moi, je faisais un cas vraiment à part sur Nvidia. J'entends. J'ai un petit peu de mal, personnellement. Mais je n'ai pas à investir sur cette zone, donc je suis un peu plus tranquille. Non, côté européen, je pense qu'il y a vraiment... je pense qu'il faut rester sélectif. Il y aura des rotations dans le marché. On en a vu une au mois de mars, un petit peu plus en faveur des valeurs value. Donc on rachète vraiment ce qui est très en retard, ce qui peut effectivement... avoir des promesses de performance, mais des effets de rattrapage, mais je ne suis pas sûr que les fondamentaux vont être là au premier ou au deuxième trimestre sur ces compartiments-là. Donc je dirais qu'il y a toujours du potentiel côté européen, mais il faut être sélectif. Je pense qu'il faut vraiment rester sélectif. Et je constate qu'il y a un segment qui ne bouge pas beaucoup, moins que ce que je pense, c'est plutôt les small caps. Ce qui veut dire que le marché attend vraiment confirmation de bons chiffres et une concrétisation des fondamentaux. Elle peut venir. Je pense qu'elle devrait venir. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quel est le moment où il faudra y aller. Mais sur les quelques valeurs de ce segment de marché que je regarde, on est plutôt sur des belles visibilités. Ça s'améliore quand même aussi. Donc il y a une vraie asymétrie. Il y a une pièce manquante avec l'absence des small caps dans ce mouvement de reprise. Oui. Et donc là, je pense qu'il y a des dossiers intéressants à regarder. Il y a des dossiers intéressants à prendre.
Maintenant, vous avez toujours, comme je vous l'indiquais, des progressions de BPA qui me paraissent raisonnables, avec des valeurs raisonnables sur l'Europe, et un petit peu moins cher que les US, donc ça devrait normalement continuer à apporter nos indices en Europe. Bon, entre mouvements de re-rating, de revalorisation, mouvements fondamentaux liés à la croissance bénéficiaire, là, qu'est-ce qui peut être le moteur devant nous encore pour les actions au démarrage de la saison de publication de résultats, Jean-Jacques? Normalement, à ce stade-là, c'est le re-rating, c'est les multiples de Valo. C'est pas le reste. C'est-à-dire que c'est assez intéressant. C'est un schéma que beaucoup de banques anglo-saxonnes présentent en montrant souvent que c'est un peu en avance de cycle. C'est-à-dire souvent, au démarrage du cycle, quand on craint la crise, les résultats n'ont pas encore baissé que les PE dérettent ont déjà violemment. baissé. Voilà. Et donc là, c'est un peu la phase symétrique. Donc, je pense c'est pas quand c'est pas cher qu'il faut se méfier, quoi. Oui. Et donc là, on est à la moyenne. On peut attendre les progressions de BPA semblent raisonnables, 5% en Europe, 10-11%. Nasdaq, c'est 25%, Nvidia inclus, etc. Mais normalement, c'est dans cette phase que, avec la baisse des taux, les multiples de valorisation augmentent. Et c'est peut-être ça. Donc, si on a une économie raisonnable, on peut avoir cette dernière phase-là. Et et donc c'est pour ça qu'on hésitait en début d'année, enfin au passage de l'année, de se dire que est-ce qu'on se mettra à sous-pondérer maintenant ou plutôt juin, juillet, etc. Et là, on est dans l'hypothèse plutôt juin, juillet. D'accord. Il ne faut pas sous-estimer la capacité à ce que le marché paye encore un peu plus cher les entreprises cotées aujourd'hui. Oui, c'est vraiment notre sentiment. Ça peut aller plus loin. Surtout que, normalement, les années électorales sont favorables aux États-Unis. Quand un candidat se représente, quand on anticipe une baisse des taux devant soi, quand la baisse des taux n'est pas liée à un phénomène récessionniste, théoriquement, il y a les cartes. Alors après, il peut y avoir des accidents, mais il y a les cartes. C'est plus dur de tenir la pause en ce moment. Donc on écrète un peu quand même, mais on reste quand même sur ces thèmes. C'est intéressant, c'est-à-dire que tactiquement, vous envisagez plutôt une réduction du risque plus tard. Deuxième partie d'année, mais ça veut dire post-baisse de taux. C'est une fois que les baisses de taux auront été délivrées que là, il faudra peut-être commencer à réduire le risque. C'est des schémas très, très montrés, présentés. C'est très comportemental. Très comportemental. Que des fois, la première baisse de taux, il ne se passe pas grand-chose. La deuxième, et là, suivant le schéma, si vraiment on tombe en récession ou pas. Et après, si on a 3, 4, 5 d'un coup, si ça continue... c'est plus négatif. Mais c'est souvent dans l'attente de la bonne nouvelle que le marché se tient et progresse. Et puis, un élément très important aussi, qu'on présentait aussi des fois, c'est que ce qui était très intéressant, c'est que le marché était très concentré en termes de secteur l'année dernière. Et là, s'étend beaucoup. On parle du value, etc. Et ça, c'est une phase très favorable. Parce qu'a été leader en Europe, c'est les banques, l'industrie, l'automobile, etc. Voilà. Et tant que tout n'est pas emmené, il y a encore comme une contagion possible. Ça fait penser un peu au Covid. On n'est pas encore au maximum de diffusion de la hausse. Je comprends. Il n'y a pas encore de signal contrariant pour vous de ce point de vue. Quand tout sera là, etc. Et que ça se reconcentre sur quelques valeurs, là, c'est plutôt un signal négatif. Quand les small caps auront monté. C'est peut-être un peu académique et théorique, et ça serait trop beau, ça marchait exactement comme ça, mais ça semble un peu, c'est ce qu'on surveille. Ça donne un plan. Ça donne un plan. Ça donne un cadre. Vincent ? Tant qu'on est dans un scénario de soft landing réussi ou de no landing, sans grosse déception sur le plan de l'inflation et avec toujours des attentes de baisse des taux à venir, je pense qu'effectivement, il y a matière à trouver des secteurs et des valeurs qui continuent à monter. Ça ne veut pas dire que les indices vont monter beaucoup, parce qu'on a déjà beaucoup progressé. La hausse des résultats est déjà bien intégrée. Il y a déjà eu beaucoup de révisions à la hausse des résultats depuis 6 mois. Donc, il en faudrait beaucoup plus maintenant pour qu'il y ait encore de fortes révisions à la hausse. Donc, au niveau des indices, je ne crois pas qu'il y ait un énorme potentiel de hausse. En revanche, tant qu'on a cet environnement qui reste, on va dire, stable porteur, il n'y a pas non plus d'avoir un incident de 20 ou 30%. Il faut vraiment qu'il y ait un choc. Soit un choc exogène, soit une déception colossale sur l'inflation et sur la croissance. Donc déjà, ce risque de forte baisse, il est en train de sortir des esprits. Donc c'est ce qui alimente aussi la poursuite du marché haussier. Dès qu'il y a un petit peu de recul sur les indices ou sur certaines valeurs, comme on disait tout à l'heure, il y a des liquidités et donc on achète les creux. Il est vrai qu'on voit bien un peu de fatigue sur les secteurs qui ont eu le plus fort momentum, les 7 magnifiques ou les granolas en Europe, donc les équivalents, qui progressent moins, qui de temps en temps même commencent à baisser un petit peu plus. Même Apple, depuis quelques mois, n'a pas un super parcours. Et donc, effectivement, il y a de la rotation. Alors, pour moi, la rotation, elle se fait quand même sur une considération de valorisation,
pas forcément de value, parce qu'il y a aussi des valeurs de croissance qui sont pas chères, qui rebondissent, mais des valeurs qui ont été un peu à l'écart du mouvement. Il n'y avait pas suffisamment de confiance. Alors, il suffit que le management soit un petit peu plus confiant ou qu'il y ait un peu de flux qui reviennent sur des idées, des titres relativement porteurs, mais on n'osait pas s'y engager. Donc, il y a de la revalorisation. C'est vrai. C'est bien ce qui s'est passé au mois de mars. La grande absence, ça reste les small cap et aussi un peu les mid cap, même aux États-Unis. Et là, je pense que le signal, c'est quand même la baisse des taux. On voit bien qu'elle remonte, mais moins que les grandes valeurs, peu chères. Et je crois que c'est vraiment la baisse des taux qui emportera le truc. Mais je suis frappé par la capacité du marché à ne pas anticiper, justement, quand il s'agit des small et mid-cap, anticiper la baisse de taux. Le problème des small et des mid-cap, c'est pas que l'activité, c'est aussi les conditions de financement. Liquidité, oui, bien sûr. Et c'est ça qui fait mal. Et on voit bien que chaque jour, on a des sociétés qui disparaissent à cause de ça. Donc, il ne faut pas se tromper. Quand on aurait pu acheter des tas de petites valeurs, ou même moyennes, des capis de 1 ou 2 milliards, pas cher, et on se retrouve 100% plus bas. Donc c'est pas facile. Et je crois que là, pour vraiment emmener le coup, il faut qu'il y ait l'évidence, il faut qu'il y ait la baisse de taux. Je crois. Peut-être Grégoire, parce que beaucoup de gens l'ont tenté. Et ça n'a pas marché. Exactement. En octobre, novembre, tout le monde a mis un peu de ça a marché quelques semaines, en diversifiant un peu, etc. Et c'est reparti en sens inverse en début d'année. De beaucoup de gérants. Donc ils l'ont tenté un peu, on l'a tenté aussi, on l'a mis. Alors on l'a mis récemment sur les valeurs moyennes, croissance, Nasdaq, là où ça a pu fonctionner, mais sur le marché européen, ça n'a pas fonctionné. Donc tant que le signal n'est pas donné, on n'en rajoute pas. Ce qui a très bien marché en début d'année, c'était, je pense, au niveau des publications et au niveau du comportement des valeurs, c'était des free cash flow importants, positifs qui surprenaient, et une capacité à tenir la croissance organique. Donc, a priori, on était à peu près en bas de cycle, j'ai envie de dire, sur l'Europe. On était un peu au bottom, au plancher. Si on allait un peu plus bas, on allait vers la récession. Et en même temps, on a vu des groupes qui avaient de l'agilité à capter la croissance là où elle était. Et vraiment des belles surprises au niveau des free cash flow. Et le marché reste toujours quand même très sélectif sur la dette. Et vous avez vu les accidents qui se sont produits récemment, sont produits sur ces deux critères. Bien sûr, l'endettement. Et les taux restent élevés, donc je crois qu'il faut rester aussi sélectif et attentif à ça. Quand on va acheter une valeur un peu value, un peu décotée ou en retard en termes de perf, il faut regarder sur ces trois critères. Donc ça veut dire qu'on reste attentif à la duration. Quand vous parliez de rotation tout à l'heure, Stéphane, est-ce que ça veut dire quand même qu'on s'attend à un moment à revoir des secteurs, je ne sais pas, les télécoms, la santé, les utilities, l'agroalimentaire, food and beverage, qui sont plutôt long duration, ces secteurs-là. Est-ce que c'est qui font rien, et qui sont même en retard à ce stade. Il y aura un petit peu de mieux sur la consommation. Moi, je crois toujours que la consommation discrétionnaire, on surestime certains aspects de normalisation, notamment, je pense, dans le luxe. Il reste quand même des modèles... C'est pas la fin du luxe, quoi. C'est pas la fin du luxe. Je ne crois pas. Par contre, en termes de gestion par rapport au parcours boursier depuis le début de l'année, il faut être tactique, il faut être attentif sur la valorisation. Il faut savoir prendre un peu des bénéfices, alléger, et puis revenir quand il y a des moments de faiblesse. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de moments de faiblesse. Typiquement, vous regardez Hermès, vous regardez Ferrari. Il y a Hermès, c'est au plus haut, oui, Ferrari, oui. Là, vous prenez les exemples, effectivement. Oui, mais ça viendra. Mais ce sont des positions sur lesquelles vous avez toutes ces caractéristiques que j'ai expliquées. Oui. Et là, pendant 1 mois, 2 mois, ça peut ne pas faire grand-chose, alors que d'autres titres reprennent de la superbe. Mais il ne faut pas décevoir. Oui, il ne faut pas être Kering, quoi. Oui. Oui. Exécution. Ouais. Sur les secteurs qui font rien, là, telco, santé... on n'a pas envie d'y aller, c'est sûr. Ouais. Ce qui est très étonnant, c'est la santé. Alors, parce qu'en dehors de Nvidia, des Lilly et Novo Nordisk, oui. Difficile de trouver des leaders qui fonctionnent bien, même aux États-Unis. Dans les grosses pharmaceutiques, c'est compliqué. Alors, c'est une année électorale, donc il y a toujours des discussions budgétaires sur le remboursement des médicaments, etc. Ça se passe mieux généralement après les élections. Pour le secteur de la santé. Mais c'est vrai que Télécom, malgré le rendement, c'est très compliqué. Les utilities, c'est très stock picking, mais le secteur, globalement, n'est pas très beau. Et l'agroalimentaire, ça reste vraiment pas cher. Mais... c'est quoi? C'est trop défensif? Non, on a beaucoup parlé des médicaments qui contre l'obésité, qui allaient faire baisser c'est des petites épées de Damoclès quand même, les GLP-1 qui pèsent sur un peu moins de sucre, un peu moins de boissons sucrées. Mais bon, ça me semble quand même cher payé. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de momentum, donc il n'y a pas de signal d'achat. Non. Dans les groupes de santé, moi, je constate que ça déçoit sur les pipelines, en fait. Il y a beaucoup de groupes qui
ont du mal à sortir, à délivrer, à part Novo que vous avez cité. Il y a quand même un secteur où il y a beaucoup d'argent investi dans la recherche, mais il n'y a pas beaucoup de nouveaux traitements majeurs, clés, extrêmement prometteurs. Je prends un dossier comme AstraZeneca, nous, qu'on regarde et qu'on aime bien. Pourtant, un dossier de croissance, quand même, dans l'univers santé. C'est pas un dossier de croissance. C'est pas le dossier le plus compliqué, oui. Le pipeline prend un peu de retard. Donc, du coup, le cours est un peu décevant. Ouais. Depuis 6 mois. Alors, est-ce que c'est le moment d'y revenir? C'est vrai que en termes de valorisation, c'est pas inintéressant. Bon, un mot du positionnement là pour conclure sur ce qu'on s'est dit. Je pense que l'agroalimentaire, par contre, aux États-Unis fonctionne bien, donc il y a une vraie différence. Donc des boîtes orientées sur l'agro US fonctionnent bien. Parce qu'il y a de l'innovation. Il y a l'innovation, il y a plus de pouvoir d'achat. Et sur les services aux collectivités, je pense quand même que dans une baisse des taux, ça devrait fonctionner. Télécom, c'est un secteur, c'est vraiment quand on n'a rien à se mettre sous la dent. Ça, il y a peut-être tout ce qui se passe autour de Thames Water au Royaume-Uni. Visiblement, ça a l'air un peu compliqué. La dette explose, etc. Peut-être que ça pèse sur le reste du secteur. C'est la structure du marché où il y a tellement d'opérateurs par pays que là, il y a une vraie différence. Donc je pense que dériver de la croissance US vers des valeurs moyennes US, ça fonctionne. Et puis par rapport à ce qu'on a dit sur quelque chose de plus structurel, sur les minières par exemple, ça c'est aussi il y a du rattrapage là. Qui peuvent être faits. Et services aux collectivités avec des baisses de taux, ça aussi je pense que ça peut bien fonctionner. Sur le positionnement actuel, là, on a compris que c'est... Oui, pas grand-chose à ajouter. Sur les secteurs qui... Non, mais on reste pro-risque. Enfin, je veux dire, on accompagne quand même ce qui se passe sur les marchés, là, aujourd'hui. On ne peut pas être... Mais on reste... Oui, bien sûr, on reste pro-risque. De toute façon, les actions sont des actifs risqués. Donc on voit bien que c'est quand même recherché. Après... c'est quand même très très fonction du parcours. Regardez ce qui se passe sur les valeurs de défense aujourd'hui. Il n'y a rien passé entre hier et aujourd'hui sur le plan fondamental. Ça perd 4-5% d'un coup là. C'est simplement qu'il y a un analyste qui dit que ça commence à être un peu cher. Donc faut prendre des profits. Ça montre que ce n'est pas encore les Européens qui font le marché, mais c'est aussi les Anglo-Saxons. Donc c'est aussi un peu ce signe de fatigue de certains compartiments du marché. Heureusement, tant qu'on arrive à relayer sur d'autres secteurs ou des valeurs qui sont plus en retard, on est encore un peu protégé. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir, dans une semaine qui sera marquée par des données importantes. L'inflation, la décision de la BCE et le retour des résultats d'entreprise devant nous pour le premier trimestre.